Oui, alors, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis un ancien physicien qui, à un moment donné, a voulu se rapprocher, disons, participer à la recherche biomédicale. Et donc, je suis devenu, au fil du temps, biophysicien computationnel. Et depuis donc, mon laboratoire, initialement à Pasteur, mais maintenant aussi à l'Université de Würzburg, développe des techniques d'imagerie et beaucoup d'analyses d'images. Et de ce fait, on a été naturellement amené à s'intéresser très fortement aux méthodes d'apprentissage profond depuis une dizaine d'années. Et ça nous a ouvert d'autres portes de collaboration et de projets applicatifs. Et donc, aujourd'hui, je comptais mettre en avant 2 projets en insistant peut-être davantage sur l'application que sur la méthodologie, mais dans lequel, pour le premier projet, on s'intéresse à la recherche de nouveaux antibiotiques. Et dans le deuxième, complètement différent, on utilise des grands modèles de langage pour contribuer à l'épidémiologie. Alors, je vais commencer par ce premier projet qui est en fait un travail en collaboration avec un grand nombre d'équipes, mais ce que je vais mettre en avant, c'est un travail qui a été mené par mon étudiant en thèse, Daniel Krenzel, en collaboration étroite avec l'équipe d'Ivo Boneka, notamment Calvin Coe, et puis l'équipe d'Anne-Marie Winkel, notamment Julienne Petit à l'Institut Pasteur, avec l'aide de plusieurs plateformes d'imagerie. Je voudrais juste en profiter pour rendre hommage à Spencer Short, qui nous a quittés récemment, qui était responsable de la plateforme d'imagerie et qui a joué un rôle important dans l'émergence de ce projet et de cette collaboration qui ne fait que commencer. Mais bon, j'espère que je pourrai quand même vous montrer des résultats, premiers résultats intéressants. Alors, le contexte général de ce projet, c'est que il nous faut de nouveaux antibiotiques. Il y a de l'ordre d'1 million de morts par an qui sont directement associés aux antibiotiques, et ce nombre pourrait décupler jusqu'à la fin du siècle si rien n'est fait. Et ça, c'est à cause du développement de résistance aux antibiotiques et au fait que, parallèlement au développement des résistances aux antibiotiques, le pipeline de génération de nouveaux antibiotiques s'est asséché depuis les années 80. Il n'y a pratiquement aucune nouvelle molécule antibiotique qui correspond à un nouveau mécanisme d'action. Donc je vais revenir beaucoup sur le mécanisme d'action, donc le mode de fonctionnement au niveau moléculaire des antibiotiques. Il ne suffit pas de trouver de nouvelles molécules qui tuent les bactéries, encore faut-il qu'elles aient un nouveau mécanisme d'action pour échapper au mécanisme de résistance qui existe déjà. Alors, notre projet, en fait, repose sur une stratégie qui elle-même repose sur une hypothèse, à savoir que l'imagerie, en combinaison avec le deep learning, va nous permettre de prédire le mécanisme d'action de potentiels de nouveaux antibiotiques, donc de molécules chimiques dont l'effet est encore inconnu, et de façon plus rapide que le processus actuel de découverte de drogues, enfin de molécules thérapeutiques. Et donc l'hypothèse qui sous-tend notre travail, c'est s'appuie en fait sur des mutants. Donc nous, même si je ne vais pas tellement en parler aujourd'hui, les mutants sont au cœur du projet parce qu'on a donc prévu par imagerie de caractériser de façon systématique les phénotypes, donc la morphologie notamment, mais pas seulement, de bactéries dans lesquelles un gène après l'autre aurait été muté. Et donc on sait déjà que pour un certain nombre de ces gènes essentiels, on s'attend à observer des modifications de la morphologie des bactéries. On va analyser ces images par apprentissage profond pour extraire des représentations, des vecteurs dans un espace latent. On s'attend à pouvoir observer des groupes, des amas, des clusters qui correspondront à des mécanismes d'action. Et ensuite, ou en parallèle, ou même en premier, en fait, on va
observer par microscopie des bactéries sauvages, donc non mutées, exposées à des molécules chimiques, et on espère qu'en comparant les phénotypes induits par les molécules chimiques aux phénotypes induits par les mutants, on va pouvoir prédire le mode d'action de façon beaucoup plus rapide que dans les schémas actuels. Donc juste pour préciser l'idée, si on a une molécule X qui cible une protéine qui est codée par un gène dans un certain cluster de gènes C, si le phénotype induit par cette molécule est similaire à celui des mutants de ce cluster, on fera la prédiction que on aura une prédiction du mécanisme d'action de cette molécule, voire même de sa cible moléculaire. Ça, c'est une étape importante dans le développement de nouvelles molécules. Alors, donc je vais vous montrer des images, des données qui représentent, disons, une première étape en fait dans ce projet, parce que la question était essentiellement ouverte quand on a commencé. Est-ce qu'on va être capable, avec cette méthode d'imagerie et de deep learning, d'extraire des signatures phénotypiques qui sont suffisamment spécifiques pour qu'on puisse espérer faire cette correspondance entre mode d'action et composés chimiques. Et donc on a commencé ici par une preuve de concept basée sur une vingtaine d'antibiotiques déjà bien connus que l'on distribue sur des bactéries en culture dans des puits, ce qu'on appelle des plaques 2086 puits. On utilise des microscopes automatisés pour obtenir des images et tout ça. On pourrait rajouter de la fluorescence, mais je ne vais pas en montrer parce qu'ici on a des images en contraste de phase, pardon, en microscopie à transmission, donc sans marquage fluorescent, et dans lesquels déjà dans ces deux exemples-là, je pense qu'on peut voir que certaines molécules induisent des changements morphologiques très clairs. Donc là, il n'y aura pas besoin de deep learning pour les reconnaître, mais on s'intéresse, on ne cherche pas seulement à distinguer 2 ou 3 antibiotiques, mais un grand nombre, là, donc une vingtaine en l'occurrence. Et là, ça devient nettement plus compliqué. Est-ce qu'il y a des différences significatives d'une image à l'autre? C'est à peu près impossible de répondre à cette question sans une analyse quantitative, et évidemment l'apprentissage profond maintenant constitue l'état de l'art pour ce type d'analyse. Et donc mon étudiant Daniel a entraîné un réseau de neurones relativement classique, un réseau convolutionnel pré-entraîné sur ImageNet, pour ceux qui connaissent, pour effectuer une tâche de prétexte, donc qui n'est pas celle qui nous intéresse directement, mais qui est bien définie. La tâche consiste, à partir de ces images, de retrouver l'identité de l'antibiotique qui a été utilisé, et éventuellement aussi la concentration de l'antibiotique qui a été utilisé. Je n'entre pas dans les détails, mais une fois que l'on a entraîné un réseau sur plusieurs réplicas biologiques indépendants, donc dans plusieurs plaques, 96 puits dans lesquels on a randomisé les positions, on peut vérifier sur une autre plaque, une 5e en l'occurrence, si les prédictions, les classifications donc du réseau de neurones sont correctes, et donc ça donne lieu à ces matrices de confusion. Et ce qu'on peut voir, c'est que la diagonale est très forte, ce qui veut dire qu'en fait, l'algorithme a été capable de retrouver l'identité de l'antibiotique avec une précision qui varie selon le cas entre 75 et 90%. Donc ça suggère que oui, évidemment, la précision aléatoire serait de l'ordre de 5% ici. Donc évidemment, ça indique qu'effectivement, on a été capable d'extraire des signatures assez pertinentes, mais pas parfaites. Par contre, puisque certaines molécules sont confondues. Par contre, comme je disais, ce sont des antibiotiques qui sont déjà connus et dont on connaît déjà en fait les mécanismes d'action. Et il se trouve qu'ils se répartissent entre 8. Enfin, on peut attribuer en fait chacune de ces molécules, d'après la littérature, chacune de ces antibiotiques a 8 mécanismes d'action. Et donc, on peut aussi s'intéresser à la prédiction, non pas de l'identité de la molécule, mais du mécanisme d'action. Et si on fait ça, donc on a une matrice de confusion, cette fois-ci de taille 8 x 8, qui est parfaite. Donc là, sur cet exemple, en tout cas, dans Escherichia coli, j'ai oublié de préciser la bactérie à laquelle on s'intéresse dans cette phase du travail, on est effectivement capable de reconnaître parfaitement en fait, le mécanisme d'action uniquement à partir de ces
images sans fluorescence. Alors ça, c'est un exercice utile, mais qui ne correspond pas à un but en soi, mais qui est utile. Mais ce que je voudrais préciser, c'est qu'ici, on a regardé des antibiotiques à une concentration qu'on appelle l'IC50, qui est inférieure à la concentration nécessaire pour inhiber la croissance des cellules. Donc, c'est une concentration sous-inhibitrice. Et on a cherché à voir s'il y a des concentrations encore inférieures, à peu près 10 fois plus faibles, on était encore capable de reconnaître un effet phénotypique. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que dans un contexte de criblage dans lequel on veut tester non pas une vingtaine de molécules, mais des centaines de milliers, voire des millions, on ne peut pas se permettre de tester toutes les concentrations possibles. Donc typiquement, on va fixer une seule concentration sans savoir si cette concentration est suffisante pour ralentir la croissance des molécules ou pas. Et la question, c'est est-ce qu'on est quand même capable, parmi ces centaines de milliers de molécules, de trouver le faible pourcentage, en général c'est de l'ordre de 1%, de molécules qui vont potentiellement pouvoir devenir un antibiotique si on augmente leur concentration. Et donc, je ne rentre pas dans les détails de l'analyse, mais la réponse, en gros, c'est oui, on est capable, sur ces antibiotiques, en fait, de détecter un effet, même si les concentrations sont inférieures, même nettement inférieures à la concentration inhibitrice. Par contre, lorsque les concentrations deviennent trop faibles, la précision de la classification décroît. Et donc, un scénario maintenant plus intéressant, c'est de savoir si, donc dans ce que je vous ai montré précédemment, en fait, on cherchait à retrouver la signature d'un antibiotique connu. Donc le même antibiotique a été vu dans la phase d'inférence et dans la phase d'entraînement. Et maintenant, on va enlever une molécule après l'autre des données d'entraînement et on va les analyser dans la phase de test pour voir si le réseau est capable de réattribuer le mécanisme d'action correct de cette molécule. D'accord ? Toujours sur ces molécules connues, mais en analysant des molécules qui n'ont pas été vues par le réseau de neurones. Là encore, je ne rentre pas peut-être dans les détails de l'analyse. La réponse, c'est que de cette analyse qu'on a faite donc systématiquement sur ces 20 antibiotiques, c'est que pour la grande majorité d'entre eux, à l'exception de 3, on est capable en effet de retrouver correctement le mode d'action en considérant simplement la proximité de la représentation calculée par le réseau de neurones avec les vecteurs dans l'espace latent qui proviennent des antibiotiques de référence, d'accord, avec un algorithme de Nearest-Neighbor. L'exception, ce sont les inhibiteurs PBP1. Ça, c'est l'explication de ça est peut-être plutôt intéressante pour les microbiologistes, donc vous pouvez poser la question après si ça vous intéresse. Maintenant, une dernière question à laquelle on s'est intéressé dans le cadre de ce travail, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a un composé qui a un nouveau mécanisme d'action. C'est ça qui nous intéresse à la fin, comme je disais au début, c'est de trouver des molécules avec des nouveaux mécanismes d'action. Et si donc dans notre librairie de 100 000 molécules se trouve un composé qui a un mécanisme encore inconnu d'action contre les bactéries qui n'a pas été vu par le modèle lors de la phase d'entraînement, est-ce que l'algorithme est capable au moins de dire « Ah, attention, là, il y a peut-être un nouveau mécanisme d'action. » Et donc, notre analyse indique que oui, c'est possible sur tous les antibiotiques de cette liste, à part cette fois-ci des inhibiteurs de la protéine qu'on appelle PBP3. Je ne rentre pas dans les détails. Donc la réponse, c'est un oui approximatif. Donc il y a encore du travail à faire pour améliorer la capacité de détection, peut-être par des améliorations de l'algorithme, peut-être en passant par de l'apprentissage non supervisé cette fois-ci. On est en train d'explorer ça. Mais globalement, cette analyse indique qu'en effet, dans la plupart des cas, l'algorithme est capable de reconnaître comme nouveau
des antibiotiques qui sont réellement nouveaux, parce qu'ils ont un nouveau mécanisme d'action. Voilà, donc le résumé de cette première partie, je ne sais pas si j'ai le temps de faire un résumé, mais c'est que j'essaie de vous montrer par ces exemples qu'une approche de réseau de neurones convolutionnels assez classique, entraînée sur des données d'imagerie, est capable d'extraire de l'information qui est pertinente dans le contexte de la recherche de nouveaux antibiotiques pour retrouver le mécanisme d'action si des molécules ont un mécanisme d'action similaire à des molécules de référence, et aussi à alerter sur la présence potentielle d'un nouveau mécanisme d'action. Par contre, ça ne répond pas à la question de quel est ce mécanisme d'action, et ça c'est vraiment le but à moyen terme de notre projet. Et pour ça, comme j'ai dit au départ, on va s'appuyer sur les mutants. On a quelques résultats préliminaires, mais ils sont trop préliminaires pour que je les montre ici, qui suggèrent que ça peut marcher dans certains cas au moins. Et donc là, on a commencé un effort de phénotypage assez systématique de librairies de mutants en utilisant la technique CRISPR, notamment pour les gènes essentiels. Et une fois qu'on aura établi cette cartographie phénotypique assez systématique, on va l'utiliser pour explorer des librairies de mutants en utilisant là aussi des méthodes d'IA pour guider la recherche de l'espace chimique dans le but de trouver de nouveaux antibiotiques. Alors, je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je voudrais la deuxième partie un peu plus courte. 10 minutes, oui, ça devrait aller. Oui. Donc là, je voudrais illustrer un autre projet récent complètement différent dans lequel on s'est intéressé à l'analyse de textes libres dans un contexte épidémiologique. Et c'est une collaboration avec l'équipe d'Arnaud Fontanet, un épidémiologiste de l'Institut Pasteur. Et c'est un travail qui, dans mon équipe, a été mené par Gaston Bizel et Benoît Lelandais. Donc, la motivation, c'est d'essayer de comprendre quels sont les facteurs qui sous-tendent une nouvelle épidémie. Au début de Covid-19, on ne savait pas comment se propageait le virus. Et une approche classique des épidémiologistes, c'est d'envoyer des équipes pour aller interroger des personnes dans des foyers de contamination identifiés. Mais évidemment, ça ne se passe pas à l'échelle. Et donc, une autre approche, c'est de faire des questionnaires, de diffuser des questionnaires en ligne qui peuvent toucher des dizaines ou centaines de milliers de personnes. Et ces questionnaires, en général, comportent des questions fermées, ce qui veut dire que le nombre de réponses est limité, les réponses sont prédéfinies. Donc, une question pertinente, c'est par exemple quel mode de transport vous avez utilisé. Et donc là, les réponses possibles, dans cet exemple, c'est avion, RER, bus, TGV. Mais si par exemple, le transport avait été fait par un autre moyen de locomotion, là, que je n'ai pas le temps d'imaginer, mais je ne sais pas, un ferry, mettons, que c'est. Évidemment, si la réponse n'est pas dans la liste, dans le menu des réponses possibles, on se prive de la possibilité de cerner des circonstances de contamination qui n'auraient pas été identifiées ou définies au préalable. Donc, cette approche est très puissante, elle permet de calculer des odds ratio et ça a permis de savoir que, par exemple, le covoiturage vraiment corrélé de façon très forte avec la propagation du virus, mais pas de cerner des circonstances qui n'auraient pas été prédéfinies. Donc l'alternative à ça, c'est évidemment de simplement poser la question aux gens, qu'est-ce qui vous est arrivé en fait, comment pensez-vous avoir été contaminé? Et c'est la question qui a été posée dans le cadre d'une étude qui s'appelle ComCore, qui a été pilotée par l'équipe d'Arnaud Fontanet, dans laquelle la plupart des questions étaient de l'ordre des questions fermées, environ une centaine, mais il y avait une question qui était: dans quel contexte ou situation pensez-vous avoir été contaminé par le virus? Et cette question, avec un champ de texte libre ensuite, a donné lieu, même si le taux de réponse au questionnaire était assez faible, 6%, malgré ça, il y a eu plus d'un demi-million de personnes qui ont rempli le questionnaire et environ 90 000 ont répondu à cette question. Ça correspond à un sous-groupe, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Et ce texte libre, au final, générait un corpus de 1,3 million de mots. C'est à peu près comparable à la recherche du temps perdu en quantité.
Donc là, vous avez des exemples de phrases qui ont été dites. Certaines sont très courtes. La moyenne, c'est 13 mots, je crois. Certaines sont très longues. Bon, là, vous avez quelques exemples. Bon, non-respect de la distance d'un mètre avec un patient qui le lendemain était positif. Salle d'attente des urgences bondées. Nounou de ma famille positive, Covid, etc. Et donc, on a utilisé un grand modèle de langage qui est développé peut-être par des personnes ici, Camembert, qui a été lui-même pré-entraîné en fait, sur plus de 30 milliards de tokens à partir de la version française de Wikipédia, je crois le Bon Coin aussi, et plein de, enfin, à peu près, je pense, toutes les données accessibles en langue française. Et ce modèle transforme donc chaque token ou éventuellement chaque phrase en un vecteur là, de longueur 768 que l'on peut associer donc, à chaque individu qui a répondu à la question. Et ça nous permet de faire des choses comme des UMAP, là, donc cette technique de réduction de dimensionnalité qui permet de projeter de 768 à 2 dimensions. Donc chaque point ici, alors la taille des points, on a mis des gros points pour agglomérer plusieurs cas là, qui sont très proches, mais chacun des petits points correspond à une personne. Et donc là, on a utilisé une méthode qui relève du topic modeling, qui s'appuie sur Camembert, mais qui utilise aussi du clustering avec HDBScan et aussi TF-IDF, pour ceux qui connaissent, pour attribuer des noms en fait, aux différents clusters. Et le résultat de cette analyse, c'est 23 clusters. Alors, il y a beaucoup d'outliers là, qui ont été éliminés, dans de 40%, et aussi des clusters qui ne sont pas particulièrement informatifs, avec des noms comme masque Covid ou bien test positif. Donc, ceux-là, on les a éliminés à la main. Donc, au final, il reste de l'ordre de 30% ici de clusters que l'on considère comme significatifs, donc qui comportent des termes non génériques. Et ce qu'on peut voir, donc, c'est qu'il y a différentes circonstances là, de contamination qui émergent. Hein. Par exemple, les enterrements ou les jardins d'enfants, les EHPAD, là, c'est la mauvaise traduction anglaise d'EHPAD. Et ça, c'est une analyse qui est complètement agnostique, c'est-à-dire qu'elle ne présume aucune circonstance particulière, contrairement à l'approche des questions fermées. Mais alors, une question qu'on peut se poser, c'est dans quelle mesure est-ce que ces clusters sont significatifs? Est-ce que c'est pas complètement aléatoire? Et bon, j'ai enlevé des diapos qui quantifient ça de façon un peu plus fine. Et donc là, je vais juste donner l'idée un peu générale, c'est que un gros avantage de ce corpus de texte, c'est qu'on avait non seulement la réponse à la question ouverte, là, donc en texte libre, mais aussi la réponse aux questions fermées. Et l'une de ces questions fermées était « Dans quel contexte avez-vous été infecté ?» Et là, il y avait 7 réponses possibles, prédéfinies, professionnelles, amicales, familiales, sportives, culturelles, religieux et autres. Donc, 7 catégories. Et si, qu'on peut considérer comme des labels, là, des classes associées à chaque personne, donc à chacune de ces réponses. Et si, donc là, je vous remontre la UMAP que je montrais précédemment, où les couleurs, en fait, à droite, ici, correspondent aux clusters qui ont été identifiés de façon agnostique purement par l'algorithme de clustering, la BER-topic, en s'appuyant sur le texte libre. Et à gauche, je montre la même UMAP, mais où les couleurs, cette fois-ci, désignent ces 7 catégories prédéfinies, familiales, professionnelles, sportifs, etc. Et s'il n'y avait aucune corrélation entre ces deux aspects, ces clusters seraient un mélange de couleurs. Et au contraire, ce que vous pouvez voir, c'est qu'ils sont très monochromatiques, donc ce qui veut dire qu'en fait, il y a un très bon accord entre l'analyse par le grand modèle de langage là, du texte libre et les réponses aux questions fermées. Mais en plus, cette analyse permet, d'une certaine façon, de casser les grandes catégories en plusieurs sous-catégories
pertinent d'un point de vue épidémiologique. Donc, par exemple, la plus grande catégorie, c'est la catégorie professionnelle. Et là, on peut voir qu'elle a été... il y a un amas qui s'appelle Travail collègue, qui est peut-être pas très surprenant, mais un autre qui est Covid EHPAD, plus intéressant, et des amas correspondant aux enfants ou au jardin d'enfants et aussi à la restauration, qui donc font émerger quand même des circonstances de contamination dans le cadre du contexte professionnel qui sont assez bien définies et très pertinentes d'un point de vue épidémiologique. Alors on peut aussi faire une analyse un peu hybride dans laquelle on restreint l'analyse non supervisée par Bear Topic, cette méthode de topic modeling, de clustering, aux personnes qui ont coché l'une des cases. Donc par exemple, les personnes qui ont dit j'ai été contaminé dans un contexte professionnel, donc éliminer tous les autres de ces 7 catégories. Et donc si on fait ça, là on a un clustering qui est en partie différent, dans lequel on retrouve les EHPAD, mais aussi d'autres circonstances spécifiques, comme par exemple les transports, ici métro, train, les repas ou à nouveau les enfants. Si on fait la même chose sur le contexte culturel, on retrouve des choses assez fines, comme par exemple les chorales, donc qui sont représentées par un assez faible nombre de cas, mais qui ressortent fortement. Et vous savez sans doute que les chorales ont effectivement contribué fortement à la propagation de l'épidémie, notamment à Mulhouse, parce que, à cause de l'éjection de virus dans des espaces confinés. Je crois qu'il faut que je termine, 1 minute. Okay. Donc, je vais peut-être passer je pense juste que ce travail ouvre des perspectives sur l'analyse automatique de grands flux de données qui pourraient peut-être permettre d'extraire des informations épidémiologiques pertinentes en temps réel, pas forcément dans le cadre de questionnaires, mais des analyses de flux de textes dans les réseaux sociaux, par exemple, et permettre de peut-être mieux prédire les voies d'infection. Je voulais juste remercier à nouveau les personnes qui ont contribué à ce travail. Donc pour la première partie, principalement Daniel Krenzel, Calvin Co, Ivo Bonica, Julien Petit, Anne-Marie, avec l'aide des plateformes de microscopie. Pour la seconde partie, Gaston Bizel et Benoît Lelandais, en collaboration étroite avec l'équipe d'Arnaud Fontanet, notamment Simon Galmiche. Et puis, je voulais juste mentionner qu'on recrute, donc, notamment dans mon équipe en Allemagne, mais aussi à Pasteur, et que on cherche du renfort sur l'analyse des données, en particulier des images, par des méthodes de deep learning. Donc, si certains sont intéressés, à la fois ont l'expertise en deep learning, ils sont intéressés par les applications biologiques, notamment sur la première partie là, que j'ai mentionnée. Merci de me contacter. Merci beaucoup. On va passer aux questions ici. Voilà. Efficace. La régie, peut-être, pour le micro qui est dans la salle. J'entends. Oui, allô. Ouais. Merci pour votre présentation. J'avais une question concernant du coup la première partie. Est-ce que l'utilisation d'images de microscopie classique, ça enlève pas des informations, par exemple concernant des mutations qui sont invisibles au niveau phénotypique, Ouais. par exemple l'expression de pompe à efflux. Mm. Est-ce que l'utilisation par exemple d'une autre technique d'imagerie, par exemple pour de la protéomique, du Mal-Ditov par exemple, ça aurait pas pu amener des informations supplémentaires? Si, absolument. Donc vous avez complètement raison. En fait, je ne m'attends pas à ce qu'on puisse associer une signature spécifique à chacun des gènes, par exemple. Les pompes à efflux, c'est un bon exemple, avec ce type d'imagerie basique. Mais en fait, mon labo s'intéresse aussi depuis pas mal de temps à l'imagerie super résolutive, par exemple, qui permet de caractériser des complexes moléculaires à des échelles bien plus fines, et donc qui pourrait tout à fait détecter la présence ou absence, par exemple, de pompes à efflux. Mais il y a d'autres approches. Donc, par exemple, la transcriptomique spatiale pourrait être
pour être mobilisés. On s'intéresse aussi, je ne l'ai pas mentionné, mais l'équipe d'Ivo en particulier s'intéresse fortement à la métabolomique. Donc tout ça, ce sont des sources d'informations complémentaires qui pourraient être très riches, mais qui sont très coûteuses en temps, et donc qui ne passent pas à l'échelle. Et donc l'approche qu'on a décidé de suivre, c'est de commencer par la technique de phénotypage la moins coûteuse en temps, la plus rapide, qui passe le plus à l'échelle, et c'est ce que je vous ai montré, et d'abord d'analyser systématiquement toutes les conditions. Et ensuite, ce qu'on s'attend à voir, ce sont des clusters phénotypiques, comme je vous ai montré, qu'on est déjà capable en partie de distinguer, mais on veut aller beaucoup plus loin, et là, on va certainement atteindre les limites de ces techniques d'imagerie, mais on pourra se focaliser en fait sur les clusters qui n'auront pas été suffisamment séparés par cette imagerie, et là, activer des modalités soit d'imagerie, soit de métabolomique, qui sont beaucoup plus coûteuses en temps. Donc en fait, on va avoir un processus itératif entre l'acquisition de données et l'analyse pour guider en fait la caractérisation phénotypique de la façon la plus spécifique possible. J'avais une deuxième question. Est-ce que vous avez testé là, vous avez pris une souche bactérienne en particulier. Est-ce que sur une autre souche bactérienne, le modèle fonctionnait plutôt bien C'est une très bonne question. Donc, je ne l'ai pas montré, mais effectivement, on s'est intéressé dans le cadre de collaboration avec Anne-Marie Wenkel. Mon étudiant Daniel a aussi analysé des images de Corynebacterium glutamicum, donc qui est un surrogate, pour Mycobacterium tuberculosis, qui est plus petit, et où là, les différences morphologiques sont moins prononcées, et où on voit déjà en fait, que les performances de classification à partir de l'imagerie en transmission pure sont moindres. Et là, par contre, quand on rajoute de la fluorescence, donc par exemple des marquages de l'ADN ou de la membrane, on augmente la capacité à distinguer les différents mutants ou les différents antibiotiques. Donc, effectivement, ce que je vous ai montré là, c'était confiné à Escherichia coli, restreint à une demi-douzaine de mécanismes d'action. Je ne peux pas généraliser les conclusions de ce travail. Et en fait, on va s'intéresser dans le cadre d'une collaboration avec Ivo Boneka, mais aussi un collègue chimiste en Allemagne, à 7 espèces bactériennes différentes qui couvrent la plupart des bactéries pathogènes les plus importantes. Ok. Peut-être une dernière question. Je suis désolé, mais on ne pourra peut-être pas prendre toutes. Alors, bon, on va voir. J'avais une question, c'est comment avez-vous géré les artefacts dus à la manipulation ou à l'acquisition, comme une contamination ou une perte de focus? Oui. Alors effectivement, j'ai passé ça sous silence, mais une très grande partie du travail, si ce n'est la plus grande, a consisté à s'assurer de la qualité des données. Et en particulier, le risque qui nous guette en permanence, c'est celui d'obtenir des classifications qui, en apparence, sont très bonnes, mais qui reposent sur des artefacts ou des facteurs confondants. Et donc une des approches qu'on utilise, je crois que j'ai évoqué rapidement, c'est de répéter les expériences sur des réplicas biologiques et techniques, du coup, en changeant l'emplacement des bactéries dans les puits. D'accord ? Et donc là, c'est une approche pour décorréler en fait, les facteurs confondants de la variabilité biologique qui nous intéresse. Et donc le fait qu'on ait été capable donc c'est absolument critique en fait de valider ces algorithmes sur des réplicas biologiques avec randomisation des positions de puits. Et donc c'est ce qu'on s'est attaché à faire. Et alors, désolé, mais on va être obligé d'arrêter là les questions. Je pense qu'on peut encore remercier Christophe Zimmer et tous les orateurs de cette matinée.